Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler un petit peu de votre entreprise que vous avez créée et de vos fonctions et de vos convictions écologiques. Donc si vous pouviez vous présenter. Donc Benjamin Lefilibert, je suis le fondateur de Light Blue Environmental Consulting. Donc j'ai monté ma structure ici à Bangkok depuis environ 5 ans. On est un cabinet de conseil, formation, audit sur performance, on va dire performance, durabilité, en utilisant également des outils technologiques. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel, ce que vous avez fait jusque-là? Ouais, alors assez intéressant parce que à la base, moi j'ai une formation qui est en relations internationales. D'accord. Donc rien à voir. Je suis sorti de mon master en relations internationales. Je suis parti apprendre le mandarin en Chine. D'accord, très bien. Pendant 6 mois en immersion totale, quasiment. Je suis revenu, j'ai essayé de trouver du travail partout, c'était impossible. Malgré un master et 5 langues en poche. Effectivement. Un tout petit peu frustrant, donc je me suis pris porte sur porte. J'ai décidé quand même de tenter ma chance, donc envoyer des CV au début, et puis jusqu'au moment où on a dit ok, il faut aller chercher sur place et voir si ça marche ou pas. Et donc je m'étais attribué 2 semaines et demie pour trouver du boulot ici, en connaissant personne. Donc je suis allé faire mes CV, mes costards, et je suis allé prendre le nom de toutes les boîtes françaises de la chambre de commerce qui m'intéressait. Très bien. Et je suis vraiment allé faire du porte-à-porte. Donc c'est comme ça que j'ai commencé chez Accor, c'était 2008, sur un programme de certification Sustainability sur les Novotel en Asie. Il y a un programme qui s'appelle Green Glow. Et donc c'était top, 27 ans, et j'étais responsable de 45 hôtels sur la zone Asie. Et c'était les tout débuts, c'est-à-dire qu'à l'époque, développement durable dans l'hôtellerie, c'était en fait c'était un peu le moment où tout le monde a dit ah ouais c'est super, on va le faire. Oui. Et c'est drôle parce que j'ai fait ça pendant 1 an et demi, ils ont fermé le poste. Je suis parti en Australie, et en retour pour aller en Angleterre, le hasard a fait que j'ai rencontré donc celle qui est devenue ma femme ici, la mère de mes enfants. Donc je suis revenu en Thaïlande, et c'est là que j'ai recommencé mon activité sur le développement durable dans l'hôtellerie, comme consultant indépendant d'abord. D'accord. Et ensuite, donc pour le compte de l'ONU, et ensuite j'ai monté ma structure en parallèle. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gap, un énorme fossé de compréhension au niveau du gaspillage alimentaire, principalement dans cette industrie. Donc cette volonté d'œuvrer pour le gaspillage alimentaire, c'est vraiment motivé par vos expériences passées et votre parcours professionnel. Ouais, c'est ça. Et une observation, un constat de sérieux, quoi. Vous ne mesurez pas ça qui finit à la poubelle au quotidien, alors qu'on voit un seul aspect de toutes vos opérations. Vous n'êtes jamais demandé combien ça représente, qu'est-ce qui va à la poubelle, pourquoi ça va là, et qu'est-ce qu'on peut faire. Les quantités qui sont jetées chaque jour par les hôtels. Ouais, je peux confirmer, on en connaît un petit rayon là-dessus, vu que c'est notre spécialité, c'est délirant. Et donc c'était ça, c'était un constat de c'est pas possible. Vous voyez pas la même chose que moi, quoi. Voilà. Et quand on s'est rendu compte qu'en fait c'était au travers de toute l'industrie, qu'il n'y avait pas d'études, pas de benchmarking, il n'y avait pas de volonté au niveau des corporates, il n'y avait pas c'était nulle part dans les journaux, personne n'en parlait, c'était un non-sujet, quoi. Exactement. Donc un gros challenge, mais pour moi c'était une opportunité aussi de dire, on va voir, et c'est comme ça qu'on a commencé à se focaliser sur cette thématique et à développer une expertise qui est vraiment, on va dire, très niche, très, très spécifique. D'accord, vous avez senti qu'il y avait quelque chose à faire, et du coup... Mais c'était un mélange d'opportunités business et aussi de constat, être un peu outré par la situation. Voilà. Mais c'est pas possible, sérieux, qu'il y ait autant de bouffe qui finissent à la poubelle. Donc c'était ça. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Light Blue Consulting, ce que vous faisiez, éventuellement la fonction que vous occupez au sein de celle-ci? Alors Light Blue, on est spécialisé à 95%, on se focalise sur le gaspillage alimentaire, la prévention du gaspillage alimentaire. D'accord. Dans l'hôtellerie, la restauration collective, les écoles. On a également une partie expertise sur la prévention
du plastique à usage unique. D'accord, très bien. Qu'on a intégré récemment en intégrant une nouvelle consultante qui nous a rejoint. Et donc on couvre principalement, nos principaux clients sont des restaurants et des hôtels en Thaïlande, aux Maldives, au Danemark et en France. D'accord. Et on commence à travailler aussi avec les instituts culinaires. Ce qui moi, m'excite terriblement parce que on va pouvoir aller à la source un peu du système, du moule, on va dire, et essayer de changer là où on peut les pratiques et surtout les mentalités. C'est là qu'il y a le plus d'impact en fait à avoir. Ouais, là il y a une belle impact. Donc à partir de juin, dans 3 semaines par exemple, je vais faire un workshop avec le ESCP Europe et Ferrandi. Ferrandi, c'est une boîte de chefs à Paris, pour 40 étudiants de master en agrobusiness sur la thématique. Et donc le lien se fait aussi avec les écoles, potentiellement avec les écoles de commerce qui sont spécialisées sur agrobusiness. D'accord. Pour voir en quelle mesure on peut intégrer aussi des modules de formation spécifiques, académiques, sur la thématique du gaspillage alimentaire. Très bien. Donc vous vous focalisez plutôt sur certains objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on a vu que c'était surtout la famine, la lutte contre tout ce qui est le réchauffement climatique par extension, et également la production et la consommation responsable. Exact, ouais. Très bien. Ouais. Et du coup, comment vous est venue l'idée de créer Light Blue Consulting ? Initialement, c'était plus un besoin. Étant basé en Thaïlande, besoin d'avoir une structure, surtout une fois que mon partenariat avec l'ONU était fini, il fallait que j'ai un permis de travail. Oui. Donc initialement, j'avais monté une structure qui était un moyen plutôt qu'une réelle démarche de ok, on va monter une société avec des employés, machin. Ça s'est fait de manière très organique au début. D'accord, et c'est que récemment ça s'est consolidé, ça s'est structuré avec tout ce que compose une entreprise. Mais initialement c'était plus une partie d'une vraie volonté, d'une passion aussi pour le sujet et en gros d'être vraiment buté sur le fait que c'est pas possible qu'ils voient pas qu'il y ait des opportunités de dingue. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, c'était jamais une dimension je vais monter un business, on va monter des fonds, on va avoir une équipe de 15 gars. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait comme ça. Très bien. Et du coup, quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez éventuellement faire face avec votre entreprise concernant la réalité du gaspillage alimentaire sur le terrain ? Ouais, plein. Vaste sujet. Vaste sujet, sur lequel j'élabore assez souvent et sur lequel il est nécessaire d'élaborer parce que les barrières, on a des barrières incroyables par rapport à cette thématique et par rapport à l'industrie dans laquelle on évolue. Barrières d'acceptation déjà. Encore à l'heure actuelle, il n'y a quasiment aucun hôtel qui va enregistrer, mesurer, comprendre, identifier ce qui est perdu. Quand on va les voir, on leur explique ce qu'on fait depuis maintenant 6 ans, les résultats qu'on a obtenus et ce qu'on a pu, le point de départ et là où on en est maintenant. Les premières réactions qu'on avait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ouais, mais eux ils sont nuls, nous on n'est pas du tout aussi mauvais que ça, quoi. Un accueil plutôt mitigé. Un accueil mitigé parce que la crainte de se remettre en question. Oui. La crainte de est-ce que si on a une équipe extérieure qui vient et qui va mener une analyse des quantités, le moment où ça a lieu, le pourquoi, qu'est-ce qui va le plus, etc. Et qu'il s'avère que pour les gros hôtels, le coût du gaspillage alimentaire s'élève à plus d'1 million de dollars par année pour les hôtels. On compte ça en termes de couverts, mais pour des hôtels qui font 1500 couverts par jour, on est dans ces proportions-là. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme et ce qui fait peur. Forcément. Donc beaucoup de réactions d'acceptation. Et l'acceptation va avec le fait qu'il n'y a pas d'enregistrement en place. Donc ils peuvent dire non, chez nous on n'a pas ce problème-là. Parce qu'ils n'ont pas le moyen on n'a pas le moyen de dire c'est vrai ou faux, mais tout le monde le sait, quoi. Donc ça c'est un des problèmes. Deuxième gros problème auquel on fait face, c'est les indicateurs actuels utilisés dans l'industrie. Et c'est pas uniquement l'industrie hôtelière, c'est vraiment toute food industry.
avec le coût matière, qu'on appelle ça en français, food cost percentage en anglais, et pas assez complet. Mais ça reste l'étalon or dans l'industrie. C'est-à-dire que ton food cost percentage, si tu atteins tes targets, on va dire que tu es executive chef dans un hôtel, personne ne va te poser de questions. Sauf que nous, ce qu'on a vu en mettant en place ces systèmes qui couvrent l'ensemble des opérations, les gars vont peut-être perdre jusqu'à, la moyenne c'est entre 25, on a vu jusqu'à 40% de tout ce qui est acheté, qui est perdu en route. Ah quand même. Ouais. Les proportions sont dingues. Le ratio du coût du gaspillage alimentaire par rapport au coût de vente, au revenu total des opérations, peut monter jusqu'à 15%. D'accord. Et ça, c'est des ratios qui ne sont pas du tout compris dans l'industrie parce qu'ils ne les font pas. Parce qu'ils ne mesurent pas le problème à la source. Forcément. Donc, on est face à des situations où l'ampleur du problème, qui en fait devrait être perçue comme une énorme opportunité, en fait, est souvent vue comme une menace pour les managers. Surtout quand ils sont pas directement, quand ils bossent pas dans des structures qui sont, on va dire des structures qui sont managées. Si c'est une marque qui gère l'hôtel, il y a un propriétaire derrière. Donc eux, ils doivent reporter au propriétaire et à la marque. Exactement. Donc ça, c'est un autre challenge en plus. D'accord, très bien. Et d'après vous, au niveau des clients, pensez-vous qu'ils font appel à vous par souci plutôt économique, c'est-à-dire qu'ils veulent réduire leurs coûts liés à l'alimentaire, ou bien par souci plutôt écologique, c'est-à-dire une prise de conscience par rapport au problème du gaspillage alimentaire? La réalité est que même dans les groupes ou dans les marques qui s'affichent vraiment responsables, etc., il y a un tout petit pourcentage pour qui c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, l'aspect écologique. L'aspect financier est on peut dire quasiment le seul truc qui importe. Et la quantification donc des gains potentiels et le retour sur investissement et tous les calculs les plus basiques, on va dire froids, détachés possibles, c'est tout ce qui importe. D'accord. Donc malheureusement, et bon, je veux pas prétendre parler pour l'industrie en entier parce que nous on est en Asie principalement. Et on commence à toucher l'Europe. En Europe, c'est un petit peu différent, on voit déjà que c'est un petit peu différent. C'est pas les mêmes marchés, effectivement. Mais on n'y est pas encore. Parce que si les propriétaires ne sont pas clairement là en disant oui, ça on veut et qu'importe, et si surtout les grands groupes ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions affichées, ça reste purement économique. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il vous arrive de jouer un rôle de sensibilisation auprès de vos clients par rapport à ces thématiques? Oui, c'est une énorme part de notre boulot. On les aide à prendre conscience sur la sévérité de la situation en leur montrant tout simplement la méthodologie qu'on va utiliser, les mesures qu'on fait, les calculs qu'on fait sur ces mesures prises sur le gaspillage et on leur montre clairement comment est-ce qu'on met en place le changement. Donc, l'approche un peu systémique du problème et comment est-ce qu'on met en place cette solution au sein d'un système existant, des opérations. Mais après, on a une énorme part d'éducation du personnel, notamment, parce que notre approche, on donne les structures pour que les directeurs des départements clés mettent en place le programme, mais ensuite, on aide également à l'implanter au quotidien en formant le personnel. Et notre mantra, c'est vraiment que si le personnel ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on le fait, on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est hyper important, le pourquoi, le why. Commencer sur le pourquoi, et là, on passe énormément de temps. Donc, à leur faire comprendre le rationnel derrière, et ensuite, qu'est-ce qui est attendu d'eux. Donc, on a une grosse part de sensibilisation. Très bien. Et du coup, j'ai vu que vous aviez mis en place une aide à la certification en lien avec le tourisme responsable. Est-ce que vous pouvez éventuellement développer un peu là-dessus et nous parler de votre vision sur le tourisme responsable? Oui, alors sur le tourisme responsable, c'était en fait, avant de se spécialiser sur le gaspillage alimentaire en particulier, initialement je faisais des audits en interne pour préparer à la certification. Donc je mentionnais Green Globe, donc ça c'est une certification donc, qui couvre tous les aspects, on va dire, opérationnels des hôtels. Donc c'était l'eau, l'énergie, les déchets, les produits chimiques, les communautés locales, la formation du personnel,
l'interaction avec les clients, etc. D'accord, un vaste éventail. Voilà. On aide les restaurants à atteindre une certification qui s'appelle The Pledge on Food Waste. D'accord. Donc elle qui est spécifique encore au gaspillage alimentaire, mais avec une approche, on va dire, plus holistique, qui doit être impliquée, les systèmes qui doivent être mis en place, les indicateurs financiers qui sont utilisés, etc. Donc voilà, c'est par rapport à la certification, c'est principalement ce qu'on fait. On est les restaurants sur The Pledge et les hôtels quand il y a des besoins sur les certifications du type EarthCheck. D'accord, très bien. Et selon vous, quel est l'enjeu majeur pour faire avancer les mentalités sur le plan du gaspillage alimentaire, même au niveau particulier ou professionnel? Alors, ce que je mentionnais tout à l'heure sur la formation dans les instituts culinaires, pour moi, ça peut être vraiment être un élément clé. Et on en discute avec l'ADEME, l'agence française, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'ADEME. Je ne connais pas. Qui travaille avec le ministère de l'Environnement, donc ADEME, et qui supporte des initiatives qui sont liées. Donc là, c'est le département qui est spécifiquement sur le gaspillage alimentaire et qui, ici, aimerait nous aider à mettre en place ce système dans ces instituts culinaires. Idéalement, plusieurs instituts culinaires. Donc je pense que là, on aurait un gros rôle à jouer. Là où, pour moi, si on zoome un peu en arrière, qu'on regarde la perspective développement durable, par exemple, ne serait-ce que dans le tourisme, ou dans l'hôtellerie en particulier, là où ce qui fait vraiment la différence, c'est que on a beau être en 2019, on a beau savoir qu'on va tous dans le mur, on a beau savoir que ça se trouve, il nous reste 20 ans avant qu'il soit trop tard, ou même moins. Les mecs qui tiennent l'économie réfléchissent pas comme ça. Oui, ça bouge pas, quoi. Non, c'est du court-termisme, c'est sur maximum 3 ans, 5 ans au mieux, mais le travail qu'on a pu faire aux Maldives, c'est une catastrophe, mais c'est n'importe quoi. Ils brûlent leurs déchets, ils les jettent à la mer, ils détruisent leurs propres assets, leurs propres ressources. Donc il n'y a aucune vision, mais même à 20 ans ou à 30 ans, c'est déprimant. Donc je pense que un des éléments majeurs, bien sûr, il y a l'aspect changement de législation qui va autrement avec un système d'incitation. Bien sûr. C'est notamment grâce à ça, nous on est partenaire du gouvernement thaï ici qui offre des subventions aux hôtels qui mettent en place nos systèmes. Donc ça c'est assez intéressant, donc c'est pas énorme, mais c'est entre 3 et 6 000 euros pour aider à couvrir une bonne partie de nos frais initiaux. C'est bien de voir que les gouvernements justement s'engagent contre justement le gaspillage alimentaire. Ouais, et c'est assez rare parce que ce genre d'initiative c'est vraiment unique. Ça n'a pas eu lieu dans d'autres pays. Mais au-delà de l'aspect incentive, il y a bien sûr l'aspect cadre juridique. La législation est en train de changer aussi en Europe, ça c'est aussi assez excitant en termes de développement des activités et incitation au changement. Mais pour moi, il y a vraiment un manque d'acteurs pour montrer que le changement est positif et aussi vraiment en focalisant sur ce qui importe soit aux actionnaires, soit aux propriétaires de business, la finance, le business. Donc nous, on est... aussi triste que ça puisse paraître, parfois, on met complètement de côté l'aspect développement durable. Ah oui? Ah ouais. C'est-à-dire que notre pitch va à peine le mentionner. Pour convaincre, il vaut mieux laisser de côté et... Ouais. Nous, on fait notre présentation, on parle sur comment est-ce qu'on va mettre en place un système qui va leur permettre d'être plus rentable, d'être plus profitable. D'accord, très bien. C'est vrai que du coup, il n'y a pas du tout une dimension durable de prise en compte et c'est vraiment l'aspect financier et rentabilité qui prend. Ouais, au moment de la vente, oui, parce qu'on sait que ça ne fait pas de différence. C'est ça qui est terrible. Donc, nous, on sait qu'en mettant en place, on a un impact positif. Oui. Donc, tant pis, s'ils ne veulent pas l'entendre, ils ne l'entendent pas. Et même parfois, en fait, ce qui est encore pire, c'est que ça peut jouer à l'encontre de la personne qui offre le service. Il y a cette vieille perspective, je trouve, qui est encore assez établie, et probablement que ça évolue beaucoup plus vite en Europe, mais tu vends du développement durable, tu es un petit peu un hippie qui aime bien fumer des joints en courant dans la forêt. Quoi. C'est un joli cliché qui persiste souvent. Ouais. Effectivement. Et d'où l'importance de vraiment se tenir quelque part à distance de ce cliché, de cette idée reçue, et de focaliser uniquement sur l'aspect financier et en utilisant le vocabulaire qu'ils utilisent, parce que c'est sur ces indicateurs sur lesquels ils sont évalués.
Très bien. Mais du coup, c'est vrai que ça ne révolutionne pas non plus l'image du développement durable. On reste toujours dans le cliché mis à part. C'est vrai que c'est un peu dommage justement de ne pas mettre ça en valeur sur certains points pour... Là, je parle vraiment au niveau de la vente, au moment Oui, au où on niveau de la arrive à vente. les convaincre à mettre Oui. en compte. Après, c'est une fois qu'on commence à mettre en place, à travailler avec les autres départements, et notamment la communication, mais aussi les ressources humaines, sur comment intégrer en interne ce message et comment il est lié directement à on réduit le gaspillage alimentaire, on sait combien on réduit nos émissions carbone, par exemple. D'accord, c'est fait en aval du coup. Ouais, Très c'est fait bien. en aval, pas au moment de la vente de notre service ou au moment où on arrive à convaincre les acteurs de travailler avec nous. C'est très rare que ce soit une motivation développement durable. C'est triste, mais c'est comme ça. Très bien. Bon. Et du coup, si vous aviez un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent actuellement, quel serait-il? Je pense que le premier message, ce serait... Moi, j'ai toujours du mal quand je discute, même parfois avec des proches ou des amis, qui ont l'impression que c'est pas du tout leur responsabilité. Qui ont l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est complètement détaché de leur comportement propre, de leur choix. Pour moi, on a tous une influence incroyable, notamment avec son portefeuille. C'est sûr. La manière dont on consomme, la manière dont on achète, les choix qu'on fait, en fait, je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de si on se mettait tous ensemble à décider d'acheter autrement, on révolutionne déjà tout un système qui sera obligé de s'adapter. Le fameux principe du consommateur finalement. Voilà, le C'est consommateur. Donc ça c'est un premier plan. Et ça demande pas de... pour beaucoup, c'est ah ouais, mais c'est difficile, machin. Il n'y a pas besoin de tout changer du matin, en une journée, quoi. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, mais qui passe forcément par une prise de conscience de ah ouais, tiens, ouais, c'est vrai que j'avais pas réalisé, si je prenais ma douche un petit peu plus froide que normalement, et ben tiens, en économisant quelques degrés, tiens, c'est moins d'électricité que je consomme, l'électricité elle vient d'où, elle vient de là, et commencer à réfléchir en termes de toutes les ressources qu'on consomme, d'où est-ce qu'elles viennent et qu'est-ce qui a été nécessaire pour les consommer. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir cette vision, encore une fois, de système, de toutes les ressources dont on a besoin, que ce soit la table qui est là ou le micro qu'on utilise à l'heure actuelle, quand tu penses à toutes les étapes par lesquelles ils ont dû passer, entre l'extraction, la transformation, le packaging, tout l'électronique, distribution pour arriver devant toi et que dans 6 mois il ne marche plus. Enfin, ce genre de truc, c'est cette prise de conscience qui va aider à avoir du changement, on va dire, plus de fond. Et l'autre aspect, c'est plus au niveau entrepreneurial. Ce que vous faites déjà, je trouve que c'est génial de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se fait, essayer de récolter un petit peu des tranches de vie, des expériences et essayer d'inspirer un peu les autres. Et d'un point de vue entrepreneurial, c'est de... déjà, moi j'ai tendance à faire un appel à l'indignation. Il y a des choses qui ne doivent pas être acceptables. Effectivement. Connaissant, surtout quand on est au début de notre vie, vous encore plus que moi, j'aime beaucoup le mouvement qui a lieu maintenant avec les étudiants qui disent je refuse d'aller bosser pour une boîte qui est en train de défoncer la planète et compromettre mon futur. Et ça c'est essentiel. Et au niveau business, c'est vraiment, il y a tellement d'opportunités sur l'aspect développement durable, économie circulaire. On est aux prémices, les opportunités business sont phénoménales avec l'impact positif que ça peut avoir au niveau de la consommation des ressources. Allez-y, quoi, foncez, ouais. parce que c'est maintenant et justement, ce ne sera pas dans 20 ans parce que... ce sera trop tard. Donc un appel à la responsabilisation individuelle et professionnelle. Ouais, et à la prise de on va dire à la prise de risque mesurée parce qu'il y a des opportunités incroyables. Très bien. Et du coup, une dernière question. Si vous avez un conseil à tous ceux qui, comme vous, souhaiteraient entreprendre, qu'est-ce que vous leur diriez? J'aurais tendance à dire tester un maximum et si vous vous loupez, essayez de le faire vite, quoi. C'est vraiment le principe du test and fail quickly parce qu'il y a rien de pire que de préparer un business plan sur 18 mois pour se rendre compte qu'en fait il y a trop de concurrents ou il n'y a pas assez de perspectives, machin.
L'autre aspect, c'est aussi entourez-vous. Moi, j'ai pas mal de challenges en étant tout seul dans ma boîte, à pas avoir eu de partenaire pour m'épauler. D'accord. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc, soit un co-founder, quelqu'un qui fait partie de la structure, soit en tout cas de bien s'entourer à défaut d'autres entrepreneurs pour s'inspirer, pour échanger les expériences. Et aussi pour aller chercher du capital pour supporter le développement des activités parce qu'au début c'est dur quoi. Oui, bah oui, c'est sûr, surtout tout seul quoi. Ouais, surtout tout seul. Donc ça peut être décourageant. Et puis le dernier conseil, c'est lâcher rien. C'est persévérer. Ah ouais, parce que on se prend des claques en permanence. Surtout quand on est sur des nouveaux domaines, des nouvelles thématiques. Et toujours essayer de voir les challenges comme quelque chose qui nous renforce. Mais cette phrase que j'ai pu entendre, pourtant ça faisait déjà 1 an et quelques que j'étais dans le business du food waste, mais des gens qui me disaient ouais mais vous nous aidez à régler un problème qu'on ne sait pas qu'on a. C'est ça. C'est comme si tu es un médecin qui veut traiter un patient qui ne sait pas qu'il est malade. Difficile quoi. Forcément. Donc ouais, persévérer. Surtout si vous avez la conviction qu'il y a des opportunités et que ça a un impact majeur au niveau social ou environnemental. Pour moi, c'est deux éléments qui valent des bonnes claques dans la gueule. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour votre présence durant cette interview. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.